Alors, on va résoudre quelques exercices d'électromagnétisme, donc trois exercices simples, je dirais, d'application des bases de l'électromagnétisme, voilà, avant de commencer vers des exercices de complexité un peu plus importante, voilà. Donc, on va étudier un fil conducteur, le champ électromagnétique à travers un condensateur, on va essentiellement appliquer les équations de Maxwell, et on va s'intéresser au guidon de plan, qui est à la base, en fait, de la propagation par fibre optique qu'on connaît, voilà, notamment. Alors, on va commencer par le bilan d'énergie pour un fil conducteur. Donc, on nous dit qu'on je dirais, dispose d'un fil métallique homogène de rayon A et de conductivité sigma qui est parcouru par un courant continu I. Donc, la densité de courant correspondante est supposée uniforme à l'intérieur de ce conducteur. Montrer que les pertes d'énergie par effet Joule correspondent au flux d'énergie à travers la surface du fil. Voilà, je pense que vous avez cherché, vous avez mis sur pause. Et donc, on va voir maintenant la solution. Alors, un certain nombre de concepts, de notions donc à connaître. Le bilan d'énergie, bon, on va faire intervenir ce qu'on appelle, non, pardon, le vecteur de Ponting, d'accord, qui est ainsi défini vectoriel B sur mu0, d'accord. Vous avez vu en cours d'électromatique, on peut mettre effectivement la densité d'énergie électromagnétique sous la forme 1,5 de epsilon 0 E carré plus C carré B carré, donc ça ce sont des concepts connus, il faut pouvoir les ressortir. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est effectivement de déterminer les propriétés de symétrie des champs E et B. Alors, on sait que donc E, on va supposer qu'il est suivant, on va se passer dans un système de coordonnées cylindrique, donc R chapeau, θ qui pointe perpendiculaire au plan, et Z, d'accord, que j'ai représenté ici. Donc, on va chercher donc à éliminer les composantes de E pour déterminer, suivant la distribution de courant, de charge, pardon, de charge pour E et de courant pour B, comment se décompose B, E et B dans les différentes coordonnées. Donc on va supposer que E, il a une composante suivant UR, suivant Uθ et suivant UZ. Bon. Alors quelle est notre distribution de charge? D'accord, on a une distribution de charge rectiligne suivant l'axe OZ. Et donc en fait, le plan, tout plan en fait qui contient cette droite est un plan de symétrie pour le champ électrique, d'accord. Autrement dit, le plan Z θ chapeau est un plan de symétrie. Le plan Z ER chapeau est un plan de symétrie. Donc E appartient à l'ensemble des plans de symétrie. On peut en déduire donc que E est suivant l'axe UR. En ce qui concerne le champ magnétique B, le champ magnétique, lui, il appartient à un plan d'antisymétrie. D'accord. Si on considère le plan R chapeau, θ chapeau, c'est un plan de symétrie pour la distribution de charge, c'est une charge qui se déplace ici, dans le sens positif, mais en fait, si on considère ce plan, eh bien, on aurait signe négatif. Donc B appartient au plan d'antisymétrie, donc B, il appartient sur R chapeau, il appartient au plan constitué par R chapeau, θ chapeau, d'accord. Par contre, il est perpendiculaire à un plan antisymétrie, ce qui veut dire que si je considère, par exemple, Z R chapeau, est-ce que c'est un plan de symétrie ou d'antisymétrie pour la distribution de charge? C'est un plan de symétrie, ok? Donc B est orthogonal à R chapeau et B sera suivant, pourquoi j'ai mis UR, Uθ. Bon, génial. Donc, les éléments de notre problème, quels sont-ils? On a effectivement une relation qui lie donc le vecteur densité de courant J au champ électrique, qui est J est égal à sigma, donc notre conductivité par le champ électrique, ok. On sait par ailleurs que le champ I est par définition l'intégrale, c'est une intégrale double de surface de J scalaire ds, d'accord, où ds c'est l'élément de surface de notre distribution de courant, donc on considère un élément de surface qui est traversé par I, on calcule le produit scalaire, on en déduit effectivement cette relation. Donc le champ magnétique B en fait va se calculer à l'aide du théorème d'Ampère qui nous dit que la circulation, je ne l'ai pas écrit, voilà, qui nous dit que la circulation du champ magnétique le long d'un courtour fermé est égale au flux du champ, J le long d'une surface s'appuyant sur ce contour fermé. Ok. Autrement dit, la circulation de B scalaire dl est égale à mu0, l'intégrale c'est une intégrale de surface, donc une intégrale double,
de J scalaire ds. Alors, quel est l'élément de volume, l'élément de circulation qu'on considère? On va considérer le disque, effectivement, qui est sur un plan R chapeau, θ chapeau, et l'élément dl de circulation, puisqu'on a vu que B, en fait, était suivant θ chapeau. Je me suis trompé, là, c'est pas suivant, B est suivant θ chapeau, et il n'est pas suivant R, puisque c'est un plan d'antisymétrie, on l'a déterminé. Donc, dl, ça vaut quoi? Ça vaut, si on considère petit r, cet élément, c'est r dθ, ok? L'élément de surface, lui, alors pourquoi je suis parti de B? Bon, c'est pas grave, c'est ds uz. Donc, on va ensuite déterminer UR. On peut les déterminer indépendamment de E. Effectivement, j'avais commencé par E, donc on va calculer le champ électrique. Donc, effectivement, J est égal à sigma E, donc E est égal à 1 sur sigma U, d'accord? Donc l'intensité du courant I, qui est une donnée du problème, est égale au flux du vecteur densité de courant. Donc ça c'est des ampères mètres moins 2, multiplié par le scalaire ds. L'élément ds que l'on va considérer, en fait, on va considérer un petit élément de surface ici, qui est r dr dθ, ok? Autrement dit, on va multiplier r par un dr dθ, et on aura cet élément de surface. Donc, cette surface, la surface du disque de rayon petit a, et pi à a au carré, d'accord? Autrement dit, on va voir que I va être égal à J pi a carré. On en déduit donc la valeur de J à l'intérieur de ce cylindre, qui nous aide au calcul de E et de B. J étant égal à I sur pi a au carré, d'accord? On en déduit, comme E est égal à J sur sigma, que le champ électrique de cette distribution de charge ainsi représentée se met sous la forme I sur pi a carré sigma uz, ok? Autrement dit, on peut dire que plus le champ électrique, l'intensité est importante, plus notre champ électrique sera important. Plus A est petit, plus effectivement on va tendre vers la densité linéaire de charge, et donc on aura un champ électrique important, et plus effectivement la conductivité de notre conducteur est importante, moins ce champ électrique sera important. Voilà, bon, c'est des considérations dans physique qu'on peut faire. Donc on en revient au calcul de B de R Uθ. En appliquant notre théorème d'Ampère, la circulation de B le long d'un contour fermé, dl c'est du dl Uθ, et ds c'est du ds uz, puisqu'on considère effectivement la circulation le long d'un contour fermé qui s'appuie donc sur une surface. Ce contour va s'appuyer sur quelle surface? La surface assurée en vert, et que j'ai orienté, donc si on parcourt dans le sens positif ici, comme c'est la règle du tire-bouchon, on a une orientation d'un vecteur unitaire n suivant z, d'accord? Autrement dit, on va avoir deux calculs, suivant que R est inférieur à A, et que R est supérieur à A. Si R est inférieur à A, B de R, ça donnera de la forme mu0i sur 2pi a carré R Uθ. Et si R est supérieur à A, B de R décroîtra en 1 sur R sous la forme mu0i sur 2pi 1 sur R Uθ. On a bien évidemment continuité du champ magnétique en B. Donc le champ magnétique croît de manière linéaire jusqu'à A, et ensuite on a une décroissance en 1 sur R. Ok? Alors, on nous demande ensuite, effectivement, pour en arriver au bilan d'énergie, si effectivement R est très grand et grand devant θ, on peut avoir le calcul suivant. Donc c'est l'intégrale de BR R dθ pour θ qui varie entre 0 et 2π va être égal à mu0 fois l'intégrale pour θ qui varie entre 0 et 2π, de l'intégrale pour R qui varie entre 0 et A, de JR dr dθ, plus l'intégrale nulle le long du pourtour, puisque J c'est un pourtour qui est orthogonal à J, ok, le pourtour qui entoure notre cylindre, d'accord? Donc, on en déduit que B de R fois 2π est égal à mu0i sur pi a carré fois pi a carré. Pi a carré simplifie, d'où B de R est de la forme mu0i sur 2pi R mu θ. Okay. Je vais vous présenter ici les angles UR, Uθ, UZ pour les calculs. Si R est strictement inférieur à A, l'intégrale le long du contour fermé de B de R dθ est égale à mu0 l'intégrale de 0 à 2pi, de l'intégrale de 0 à R de JRR dr, d'où B de R fois 2pi est égal à mu0 i sur pi carré fois R carré pi, d'où B de R est de la forme mu0 i R sur 2pi a carré Uθ. Ok. Alors maintenant, on nous demande de faire un bilan d'énergie, d'accord? On va partir de l'équation
électromagnétique de l'équation de conservation de la charge que j'avais démontré dans la vidéo précédente de cours. On a du du sur dt, qui est donc la densité d'énergie électromagnétique. Donc cette densité d'énergie électromagnétique va varier. Cette variation auquel on va sommer la divergence du vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, dont je vous rappelle, j'ai défini effectivement, il a été défini effectivement comme étant le produit de E vectoriel B sur mu0. Et c'est le flux du vecteur de Poynting qui va nous donner le bilan de l'énergie sortant du cylindre, puisqu'il y a un exercice sortant du cylindre, puisque le champ électromagnétique EB est dirigé vers l'extérieur, et c'est ce flux du vecteur du champ Poynting qui va être responsable d'une variation de la densité d'énergie électromagnétique, en fait, et d'une petite déperdition, ou d'une grosse déperdition, on verra, d'énergie électromagnétique cédée à la matière. C'est ce qu'on nous demande, c'est l'effet Joule, c'est le J scalaire E, ok. Alors, on a la relation, effectivement, qui nous permet d'intégrer la densité volumique d'énergie magnétique sur tout le volume que l'on considère. Ici, on va considérer un cylindre de volume V, donc de longueur L, donc parcouru par notre courant électrique, notre densité de courant électrique qui est responsable de la création d'un champ électromagnétique, dont on calcule le flux sortant. Donc, en mettant, je dirais, donc notre densité électromagnétique que l'on connaît sous la forme epsilon 0 E carré sur 2 plus C carré B carré sur 2. On a calculé précédemment les valeurs de E et B en fonction des données de notre problème. Et on obtient que U de X était la forme 1 demi de epsilon fois I carré sur pi 2 A4 sigma 4 plus C carré mu 0 I sur 2 pi A carré X, où X est effectivement la distance en fait à notre distribution de courant. Okay. Donc pour calculer le flux de pi et le flux de vecteur de Poynting, ok. Donc on a plusieurs flux. On a un flux sortant latéral, ce que j'ai représenté en vert, et on a des flux sortants donc transverses, je dirais, et des flux sortants normaux. Donc on va les calculer un par un. Donc on a trois flux sortants, celui qui sort par le haut, celui par le bas, de notre volume, qui est parcouru par un courant de densité I, d'accord, fil conducteur uniforme, et on a donc ces trois volumes. Donc on a d'abord l'intégrale double le long des contours fermés, j'oublie le petit rond qui symbolise qu'on intègre une intégrale de surface le long d'un contour fermé, de pi scalaire ds1, donc j'ai orienté ds1 suivant n1, et donc suivant l'axe des z chapeau. Pi 2, c'est l'intégrale de pi scalaire ds2, ici, et on a en vert l'intégrale de pi scalaire ds3. Okay, le vecteur de Poynting est dans cette direction. Effectivement, on a que l'intégrale de pi scalaire ds1 est nulle. Ok, de même que l'intégrale de pi scalaire ds2. Il nous reste, puisque le vecteur de Poynting, alors le vecteur de Poynting c'est E vectoriel B, donc c'est Uθ vectoriel UR, donc il est orienté suivant. Ensuite, θ vectoriel est orienté suivant UR. Ok. Donc, on a que le vecteur de Poynting en A étant l'extrémité de notre cylindre, est égal à E, le champ vectoriel E calculé en A, produit vectoriel avec le vecteur B calculé en A sur mu0. Autrement dit, mu0 sur 2 sigma pi carré A carré, uz vectoriel Uθ. Ok. Donc on va avoir pi de A qui est égal à moins I carré sur 2 sigma pi de A cube, U de R. ds3, c'est quoi? ds3, ben, on considère que c'est A dθ latéralement multiplié par un petit dz ici. D'accord, ça nous donne en fait un élément de surface latéral de notre cylindre, puisque cet élément de surface là de pourtour du cercle, c'est A fois dθ, la variation d'angle alimentaire, multiplié par le petit dz élémentaire ici. Okay, de ceci, on a déduit la puissance du vecteur de Poynting, qui est égale effectivement à l'intégrale double de pi scalaire ds, qui est égale à moins 1 sur sigma pi a2 fois I0. On voit donc que c'est une puissance négative, elle est donc cédée au milieu. Okay, donc on en déduit ensuite la puissance dissipée par effet Joule. Cette puissance, ça va être J scalaire E dV. Autrement dit, J scalaire E, le volume qu'on va considérer, l'élément de volume, ça va être RdR dθ dz. Effectivement, RdR suivant l'axe dr, dθ et dz. Ok, et on obtient que c'est égal à RI carré. Autrement dit, la puissance dissipée par effet Joule est directement proportionnelle au carré de l'intensité traversée par le fil conducteur
via un coefficient qu'on appelle R, qui est la résistance, et on s'aperçoit que la résistance varie avec l'inverse de la conductivité. Ok. Voilà, on va maintenant faire... Non, je vais sauter cet exo, et je vais passer directement au guide de plan. Donc je vais lire le sujet du guide de plan. Alors, bilan d'énergie, exo, guide d'onde plan. Donc, on considère un guide d'onde électromagnétique constitué de deux plaques métalliques parfaitement conductrices, infinies dans la direction X et Z, séparées d'une distance A dans la direction X. On suppose, en notation complexe, que le champ magnétique B peut se mettre sous la forme B, indice de oméga, Y chapeau cosinus de Kx, X fois exponentielle moins I, oméga T moins Kx, moins Kz, pardon, Z. On n'a donc pas une onde plane. Bon, on verra. Donc, on nous demande d'abord de montrer que B est la somme de deux ondes planes et qu'on a une relation de dispersion qui lie oméga, C carré et les composantes respectives en Y et en X et en Z, et en X, pardon, du vecteur d'onde. En déduire E, c'est un champ électrique, en déduire donc le champ électrique résultant, et on nous demande de vérifier les conditions limites pour E, et de démontrer que ces conditions limites vont imposer que Kx va être de la forme nπ sur 1, avec n antinaturel. C'est uniquement la forme qui va permettre une propagation des ondes. D'accord. Je vous rappelle que le guide d'onde plan est à la base notamment de la théorie des fibres optiques, d'accord, des applications en fibre optique, puisque la fibre optique, c'est une forme de guide d'onde plan, sauf que bon, on a une forme géométrique différente, ok. On nous demande de montrer que la vitesse de groupe de l'onde peut se mettre sous la forme C, racine de 1 moins oméga C sur oméga. Donc oméga C, ça va être certainement une fréquence de coupure. Enfin bref, on nous demande de dessiner ce graphe et de nous dire ce que représente oméga C. Donc il faut qu'on mette cette vitesse de groupe de notre onde sous cette forme-là. Enfin, à partir des relations en notation réelle, donc on nous donne la densité volumique d'énergie électromagnétique, 1/2 de epsilon 0 carré plus b carré sur 2 mu 0. Et le vecteur polarisation qui est égal au produit vectoriel entre le vecteur champ électrique et le vecteur H magnétique. On me demande de calculer un rapport, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais agrandir, ouais, je vais agrandir, je l'écris vachement bien. Alors ça c'est le rapport entre deux puissances, la puissance de P, la puissance sur la puissance de l'énergie électromagnétique, on me demande ce que ça représente, ok. Alors, donc la solution, je pense que vous avez essayé de chercher de votre côté, vous avez mis sur pause la vidéo, ok. Et donc le guide d'onde plan. Alors avant, je voudrais faire quelques préambules et quelques rappels avant de donner les réponses. Donc j'ai représenté trois types d'ondes. La première est une onde transverse magnétique. Effectivement, on a une onde qui forme un trièdre direct, E, B et K. C'est une base normée, hein. E scalaire B est égal à 0, B scalaire K est égal à 0, E scalaire K égale 0, donc ce qu'on appelle une onde transverse. Pourquoi transverse? Parce que le champ électromagnétique, il évolue dans un plan qui est transverse, donc perpendiculaire au vecteur d'onde. Ok. Donc effectivement, j'ai représenté l'onde électromagnétique ici, en fonction du vecteur d'onde, c'est avec la forme de la surface. Ici, par contre, on va avoir une onde transverse électrique, puisque le champ électrique il est dans un plan qui est perpendiculaire à KZ, tandis que l'on voit que B sort du plan, ok. Et ça va être un peu le cas de notre système, d'accord. On va voir B sort du plan puisqu'il a une composante suivant Z, d'accord. Tandis que E, il a simplement une composante suivant X et Y, et sa composante suivant l'axe Z est nulle, d'accord. Donc c'est une onde transverse. Enfin, j'ai représenté ici une onde transverse magnétique. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est le vecteur B qui est dans le plan X, Y. Autrement dit, le B, il a une composante suivant X, une composante suivant Y, et sa composante suivant Z est nulle. Et donc, B est transverse au vecteur K, qui est le vecteur d'onde, autrement dit, au déplacement de l'onde. Voilà. Tandis que E, lui, sort du plan X ou Y, et donc, il a une composante suivant Z, et donc E n'est pas transverse. Voilà, on a ces trois types de cas. Très bien, j'ai donné le résultat ici, donc je pense que peut-être vous l'avez calculé, du champ E puisqu'on nous le demande, mais je vais le recalculer autrement, voilà. Donc j'ai dessiné en fait les lignes de B qui varient en fonction de K et de Z, puisque dans l'énoncé, je vous rappelle, bon, vous l'avez sous les yeux, on a une dépendance en K de B, ok. Donc en fait notre vecteur d'onde, on peut dire qu'il va être comme ça, il a une composante suivant X, Kx, et une composante suivant Z, d'accord. On n'a pas un vecteur d'onde transverse, voilà. J'ai représenté effectivement notre guide d'onde qui est compris entre plus A sur 2 et moins A sur 2, hein. Ok.
UY, c'est le vecteur suivant la polarisation de mon onde et la direction dans laquelle pointe le champ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir résoudre le problème? La première chose à faire, on s'aperçoit qu'on a un B qui est sous la forme d'une exponentielle, mais il y a un cosinus qui nous embête un petit peu. Donc en fait, ce cosinus, on va utiliser la notation complexe, la décomposition de E de l'air, et on va donc mettre notre cosinus kx sous la forme exponentielle ikxx plus exponentielle moins ikxx sur 2. D'accord? On va tout développer et on va avoir la superposition de deux ondes planes. Autrement dit, je distribue ce terme-là à mon exponentiel complexe ici, et auquel j'ajoute un autre terme que je distribue à mon exponentiel complexe. On va donc avoir deux exponentiels complexes. Donc le champ magnétique va se mettre sur la superposition de deux champs, on va dire magnétiques. Un premier qui va être suivant le vecteur d'onde de kx0 et kx, et l'autre suivant le vecteur d'onde ici représenté moins kx et 0 et kx, puisqu'on a effectivement de l'exponentielle moins i oméga t moins kzz moins kxx pour la première composante, et du moins donc kzz plus kxx pour la deuxième composante, d'accord? Donc on va avoir une distribution spatiale qui varie, notamment due au vecteur d'onde. Alors, pour pouvoir déterminer la relation de dispersion et les conditions de propagation de notre onde au sein du guide, on a effectivement pris pour notre onde une forme, j'y reviens dessus, qui est celle-ci, si je la trouve. Voilà, donc ça c'est la forme. Bon, voilà, c'est une forme théorique ou c'est peut-être les dimensions qui font que les ingénieurs ont déterminé que ce type d'onde devrait correspondre. Donc en fait, toute la question, c'est où dimensionner le guide d'onde de telle sorte que ce type d'onde puisse pénétrer dans cette onde et se propager, soit déterminer à quelles conditions sur les différents paramètres de mon champ B exprimé ainsi, conditions qui font intervenir la pulsation de mon onde, qui font intervenir mon vecteur d'onde suivant X, mon vecteur d'onde suivant Z, quelles sont les conditions à laquelle se propage cette onde? Et bien tout simplement, on va utiliser les équations de Maxwell. Ok? Pourquoi? Parce que ce sont les équations de Maxwell qui sont valides dans le vide, dans les milieux, et ce sont ces équations qui nous permettent de déterminer la propagation d'une onde. Ok? Autrement dit, on va passer notre expression du champ B, qui est en cosinus, en exponentielle, bon, l'expression qu'on a, à la moulinette, et à travers les équations de Maxwell, on va en déduire des relations entre les différentes grandeurs qui sont constitutives d'une propagation possible de l'onde. Alors, je vous rappelle les équations de Maxwell que vous connaissez par cœur. Donc, la divergence de E est nulle, la divergence de B est nulle, B est un flux conservatif, on est en l'absence de charge, donc ρ sur epsilon 0 est 0, donc on a 0. On a l'équation qui lie la variation spatiale du champ électrique à la variation temporelle du champ magnétique, qui est à la base de l'induction électromagnétique. Du reste, rotationnel de E est égal à moins dérivée partielle de B par rapport au temps. Et on a la relation de Maxwell-Ampère. Rotationnel de B est égal à 1 sur C carré, la dérivée partielle de E par rapport au temps. Il y a un terme en mu0j, mais ici il n'intervient pas. On est dans le vide. Il n'y a pas de densité subversique de courant. Donc on va utiliser l'équation 4, par exemple, puisqu'on nous donne B, puis qu'il faut qu'on trouve E et qu'on trouve la relation de dispersion. Et le plus important, on va déterminer, en fait, je ne l'avais pas fait dans le cours, donc je le fais dans cet exercice, puisque la vidéo précédente de mémoire c'était une vidéo de cours, et j'avais donné le d'Alembertien, mais j'avais pas expliqué en fait comment on le calculait. Donc on va le faire ici, pour pouvoir avoir l'équation de l'onde, de propagation de l'onde. On va donc utiliser les équations de Maxwell, on va un peu les passer à la moulinette. Donc la seule chose qu'il faut connaître et utiliser, vous l'aurez dans 80% des exercices de base en électromagnétisme sur Maxwell, donc il faut le connaître par cœur et l'utiliser et l'appliquer. Il y a une formule d'analyse vectorielle très connue qui nous dit que le rotationnel du rotationnel d'un vecteur est égal au gradient de la divergence de ce vecteur auquel on soustrait le Laplacien de ce vecteur. Okay, le Laplacien étant le nabla, scalaire nabla, c'est un gradient au carré, d'accord. Je vous rappelle que le rotationnel d'un vecteur, ça donne un vecteur. La divergence d'un vecteur, ça donne un scalaire. On applique un gradient à un vecteur, ça donne un vecteur. Le gradient d'un vecteur, ça donne un scalaire. Bon, ça c'est pour des dimensions pour la retrouver, mais bon, il faut la connaître, ok. Donc nous on a donc le rotationnel de B. Ça va être ce terme-là que je vais expliquer. C'est égal au gradient de la divergence de B moins le Laplacien de B. B est à divergence nulle,
donc le gradient d'un vecteur nul, est égal à 0. Donc on a que le rotationnel du rotationnel de B est égal finalement à l'opposé du Laplacien de B. Bien. Alors, qu'à cela ne tienne, le rotationnel du rotationnel de B. Ben, en fait, on va substituer le rotationnel de B par sa valeur exprimée en fonction de E. Donc, on a donc le rotationnel du rotationnel de B, c'est le rotationnel de 1 sur C carré, la dérivée, j'ai oublié la petite flèche pour dire que E, on le considère du point de vue vectoriel. Par rapport au temps, bien, 1 sur C carré, c'est une constante, il ne dépend pas de constante de dérivation spatiale, puisque le rotationnel, ce sont des dérivées spatiales, on le sort du rotationnel, ok? Et on a le droit, on peut inverser la dérivée spatiale avec la dérivée temporelle, avec la dérivée spatiale, puisque ce ne sont pas les mêmes dérivées. Autrement dire, dériver temporellement puis spatialement, c'est la même chose que dériver spatialement puis temporellement. Donc c'est ce qu'on fait, on va pas se gêner. Donc on a que le rotationnel de 1 sur C carré, la dérivée partielle de E par rapport au temps, c'est 1 sur C carré, je vous ai dit que je le sortais, et j'inverse la dérivée spatiale et dérivée temporelle. Et donc, c'est égal à la dérivée pas temporelle du rotationnel de E cette fois-ci. Or, le rotationnel de E, on va le réexprimer en fonction de B, c'est moins dB sur dt. Et donc, ça va être égal à 1 sur C carré, la dérivée par rapport au temps, donc du rotationnel de E, qui est donc l'opposé de la dérivée partielle par rapport au temps du vecteur B. Écoutez, c'est super. Pourquoi? Parce qu'on a une relation qui va lier B, simplement, et qui va lier B avec ses dérivées spatiales et temporelles. Donc, 1 sur C2, la dérivée par rapport au temps deux fois, c'est la dérivée seconde par rapport au temps, ok? Et donc, on va avoir l'équation de propagation, moins nabla scalaire nabla au carré, donc moins le Laplacien de B, est égal à moins 1 sur C2, D2B sur DT2. Autrement dit, et ce sera exactement la même, ce que j'ai fait pour B, d'ailleurs je vous laisse le faire en exercice si vous ne l'avez jamais fait, c'est très instructif, et ça vous permet de savoir si vous avez compris l'enchaînement des calculs. Bon, on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on s'en souvient, croyez-moi, pour toute la vie. Donc le Laplacien de B, moins 1 sur C carré, la dérivée seconde de B sur dt2 égale 0. Alors, et voilà. Donc pour en déduire E, on va utiliser que le rotationnel de B est égal à 1 sur C2 dE sur dt. Je vous donne le résultat, je vous laisse faire les calculs. Vous calculez le rotationnel de B avec les formules d'analyse vectorielle. Vous savez calculer un rotationnel en cartésienne, il n'y a rien de plus simple. Je ferai peut-être une vidéo d'analyse vectorielle un peu plus tard sur les opérateurs rotationnels, divergence, gradient. Mais bon, pour l'instant, je pars du principe que vous savez le calculer. Et on obtient que E, en fait, a deux composantes. Une composante suivant X, une composante suivant Z. Ok, qui sont celles-ci. En appliquant cette formule, cette relation. Alors, B, les conditions limites. Alors, dans un conducteur parfait, les charges sont libres et se mettent où elles veulent. Ici, dans notre exo, on a un milieu 1 et ensuite on a un milieu 2 qui est constitué par le guidon. Je vais utiliser le vecteur d'orientation N12 pour dire que c'est un vecteur qui se déplace du milieu 1 au milieu 2. Et ici, seule la composante tangentielle, autrement dit la composante suivant Z, puisque notre guide d'onde, la composante tangentielle, elle est par définition suivant Z, ici. Et donc, on aura les relations qui devront être vérifiées. E1, donc le champ électrique du milieu 1, moins le champ électrique du milieu 2, scalairement, vectoriellement, le produit scalaire avec N12 doit être égal à 0. Et on doit avoir également que la différence donc, des champs électriques pris vectoriellement N12 doit être égal au vecteur nul. Donc, soit EZ de A2 est égal à EZ de moins A2, ok, qui doit assurer la continuité. Donc, on va remplacer dans les expressions des composantes de E pour obtenir les équations de continuité. Bon, bref. Alors, une petite parenthèse. Oui, je la fais. Donc, l'équation de propagation, donc nabla seconde carré, qui est le Laplacien de B moins 1 sur C2 D2B sur DT2, est parfois noté avec un carré, c'est le D'Alembertien. Donc ça, je l'avais évoqué dans le cours. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes au niveau de Maxwell, si vous êtes en maths sup, en maths spé, en licence ou en maîtrise de physique, ou bon voilà. Mais bon, plus vous allez avancer dans les études, je dirais, scientifiques, plus cet opérateur va apparaître. Donc familiarisez-vous tout de suite avec cet opérateur et sachez que cet opérateur, le D'Alembertien, c'est égal au Laplacien moins 1 sur C carré, d'accord, il fait intervenir la constante de la lumière, les dérivées secondes temporelles.
Ok, autrement dit, vous avez cet opérateur-là. Voilà, vous mémorisez. Hein. En gros, un carré est égal à un triangle moins 1 sur C2, une dérivée seconde par rapport à dt2. Voilà, il faut savoir ce qui se cache par derrière un formalisme en fait. Voilà. Donc ça va nous servir pour trouver l'équation de dispersion. L'équation de dispersion, je vous le rappelle, c'est l'équation qui lie le vecteur d'onde en fait de notre onde, d'accord, à la pulsation. Donc elle peut prendre ce vecteur de dispersion peut prendre des formes diverses et variées, mais c'est une condition qui va nous dire si l'onde se propage ou pas, quoi. Si on peut vérifier une condition de dispersion, l'onde se propagera sous cette condition de dispersion. Bien, bah écoutez, qu'à cela ne tienne, on applique ceci. Le Laplacien, c'est en fait c'est les dérivées secondes temporelles. Je vous rappelle que notre onde, elle a comme forme. Oh là là, il faut que je revienne au cours, c'est embêtant. Bon, on va partir d'où? Ah, je l'ai pas noté là. Ah, je reviens. Bon, je vous rappelle, je vous le fais voir là tout de suite. Donc, de quelle forme était notre onde? Et ben voilà, elle était de cette forme-là. Donc, on va avoir deux dérivées. On va avoir une première dérivée temporelle, dont le cosinus kx, x, ça dépend pas du temps. B oméga, il dépend d'oméga, il est constant, mais pas du temps. En fait, la seule dépendance en temporelle, elle est ici. Donc, je vous rappelle que dans l'équation du D'Alembertien, qui est le Laplacien moins 1 sur C2 D2 sur de l'opérateur du champ B par rapport à dt2, on va dériver deux fois spatialement. On dérive une fois spatialement, il va sortir du moins i oméga de l'exponentielle. On dérive une deuxième fois spatialement, il nous ressort du moins i oméga. Autrement dit, il nous ressort du i oméga au carré. I carré, c'est moins 1. Donc, il nous sort du moins oméga au carré. C'est ce que vous allez voir en dessous. Et si je dérive spatialement, si je calcule le Laplacien, je vais dériver spatialement, il va nous sortir du kx une fois, kx deux fois, et exactement pareil ici avec kz une fois, kz deux fois. Sauf que le cosinus, quand je le dérive une fois, c'est du moins sinus, donc il va sortir du moins. Je dérive le sinus, c'est du moins cosinus, donc on va avoir du moins ici. Et ici, en fait, on va avoir du i carré kz carré, mais i carré, c'est du moins. Donc on va avoir du moins de kx carré plus du moins de kz carré. C'est vraiment calculatoire. Une fois que vous l'avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous êtes rodé, vous savez le faire par cœur. Et vous adaptez à votre problème, bien sûr. Parce qu'au lieu d'avoir du moins i oméga, on peut avoir du plus i oméga. Donc voilà, il faut s'adapter au problème. Donc je vous la donne, cette relation de dispersion. Donc j'ai appliqué ceci et j'ai injecté l'équation que l'on souhaite, l'équation d'onde que l'on souhaite propager au sein de notre guide d'onde. Et donc on a du i kx carré by plus i kz carré by. Non, pardon, ça c'est du bx. Non, by. C'est by tout à fait. Plus oméga carré sur c carré by égale 0. Autrement dit, moins kx, donc je mets by en facteur, et on doit avoir cette expression multipliée par by égale 0. By est non nul, donc nécessairement cette expression est nulle, et on en déduit notre équation de propagation, qui est celle-ci. Autrement dit, pour qu'une onde de cette forme puisse se propager au sein de notre guide d'onde, qu'on puisse transmettre cette onde, il faudra nécessairement avoir cette relation de dispersion. Autrement dit, kx carré plus kz carré est égal à oméga carré sur c carré. Ok? Voilà. Alors, donc là, j'avais donné effectivement les conditions limites. En fait, j'ai switché encore une fois quand j'ai scanné les copies les pages, mais c'est pas grave. Vous comprenez le raisonnement et vous suivez le cheminement. Donc, les conditions limites nous donnent, donc on calcule le champ électrique pour le guide d'onde supérieur qui se trouve à la distance x égale a sur 2. Et on a donc du c carré b oméga kx sur oméga cosinus k sur 2, j'ai oublié kx, voilà. Exponentielle moins i quelque chose, et du moins si c carré b oméga kx sur oméga, sinus kx a sur 2, quelque chose. Donc, il nous faut donc nécessairement que ce terme-là soit nul pour qu'on ait une propagation suivant x. Or, ce terme-là est nul si le sinus de ce qu'il y a là, c'est nul, et le sinus de quelque chose est nul si ce quelque chose est de la forme kpi ou npi. Ou n entier. Autrement dit, on doit avoir kxa sur 2 est égal à npi. Autrement dit, kx doit être nécessairement de la forme de pi n sur 1. Ok, je vous rappelle que A, ce sont les dimensions de notre guide d'onde. Donc, c'est une donnée du problème. Pi, c'est une constante 3, 14, 15. Vous calculez ceci fois n. Et donc, vous allez avoir des valeurs de k en fonction de n. 1, 2, 3, 4, 5, discrètes. Donc, seules les ondes qui ont une valeur de type kx égale 2 pi n sur A peuvent se propager dans ma structure le long de l'axe z. Ok?
Alors maintenant, pour l'expression de de la vitesse de groupe, Vg de oméga, on va repartir de la relation de dispersion qui est obtenue à partir de celle de la propagation des champs. Je vous rappelle, le D'Alembertien de B est égal au vecteur nul, même le D'Alembertien de E est égal au vecteur nul. Et donc en appliquant cette relation, qui est le Laplacien de B moins 1 sur C2 D2 B sur DT2, donc on obtient donc le kz carré plus kx carré égale oméga carré sur C. Autrement dit, kz carré est égal à oméga carré sur C moins kx carré qui est nécessairement de la forme de Zenpi sur A au carré, puisqu'on vient de le démontrer à la question précédente. Autrement dit, on aura également une contrainte sur kz. Kz carré sera donc de la forme oméga sur c carré moins oméga c. On introduit oméga c carré sur 2. Oméga c, c'est la pulsation de coupure. Oméga c qui est égal à 2npc sur A. On a nécessairement kz réel pour une propagation continue, pour une propagation vraiment au sein du guide d'onde. Donc il faut que kz carré soit positif, autrement dit que oméga soit supérieur à la pulsation de coupure. Donc pour des ondes dont la fréquence, ok, va être supérieure à 2nπc sur A, il pourra y avoir propagation au guide d'onde. Autrement dit, on a contrainte sur contrainte, et effectivement une onde qui a la forme qu'on a vue ici, qui est une très jolie forme, mais bon, elle a quand même pas mal de contraintes, hein. Elle a pas mal de contraintes, donc elle est où cette forme? Allons-y, gaiement. Désolé, mais voilà, je vais y arriver. Donc voilà, c'est cette forme-là, hein. Donc, eh ben quand même, hein, il y a des contraintes sur KI, sur KZ, sur la pulsation oméga, des contraintes qui sont liées aussi à la géométrie de notre guide d'onde, hein. Donc notre guide d'onde, il a une distance A entre les plaques. Bon voilà, donc en fait, en fonction de la géométrie même de notre guide d'onde, ici on a envisagé un guide d'onde plane, mais on peut envisager dans un autre problème un guide d'onde cylindrique et donc une fibre optique. Ok. Donc, c'est pas le cas ici, on n'envisage pas la fibre optique, mais c'est un modèle de propagation qui ressemble au modèle de la fibre optique. Donc, on a quand même un certain nombre de contraintes pour pouvoir réellement propager notre onde. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si kz est imaginaire? Alors, je fais pas le calcul ici, mais je pourrais le faire dans un autre exercice. On le fera probablement, mais on le comprend de manière intuitive. Il va y avoir ce qu'on appelle un effet de Pau. Autrement dit, il va y avoir atténuation de notre onde avec la profondeur. Des ondes telles que oméga supérieur à oméga c, en fait kz réel, ça se propage, on sera en exponentielle moins i oméga t moins kz, mais si kz est imaginaire, là qu'est-ce qui se passe? On va avoir du moins i avec quelque chose qui va être, par exemple pour la partie imaginaire en i, et i avec i ça fait un nombre réel, donc ça fait du i carré moins 1, et on va avoir une décroissance négative en z, d'où ceci. Autrement dit, notre onde en surface de notre guide d'onde, elle arrive vraiment, elle se propage, et puis petit à petit, l'effet de Pau, on va avoir une profondeur ici en centimètres. Après, ben, l'onde, elle s'atténue, elle est ce qu'on appelle évanescente. Elle sera donc de type exponentielle moins i oméga t fois exponentielle moins kz z. Alors je vous ai fait toucher du doigt le pourquoi de moins kz z, parce qu'il suffit simplement après dans des équations d'écrire que k est de la forme k réel plus i fois k imaginaire. Vous injectez, vous voyez ce qui se passe. Je le ferai, je pense, dans un exercice parce que le dimensionnement de l'effet de Pau est intéressant. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est faire des exos sur le rayonnement, des exercices un peu plus poussés, mais on va faire quand même, je pense, ces exercices par la suite, ok? La fréquence de coupure du guide d'onde va définir les énergies que mon guide n'est pas capable de supporter. Donc on a la relation dispersion kz carré égale oméga carré sur c carré moins oméga c, donc la fréquence de coupure qu'on a définie, fonction de la géométrie de notre guide d'onde, notamment de la distance A entre les plaques, sur c carré. Donc kz est égal à la racine carrée de oméga sur c au carré moins oméga c carré sur c carré. On a que la vitesse de phase, c'est oméga sur k, donc 1 sur la vitesse de phase, c'est plus facile de calculer dans les exos l'inverse de la vitesse de phase, vous le verrez, que la vitesse de phase pour pouvoir remonter à la vitesse de phase. Donc c'est égal à 1 sur c racine de 1 moins oméga c sur oméga carré. On en déduit la vitesse de phase de notre onde, qui est égale à d'une onde qui se propage dans le guide d'onde, d'accord, à 1 sur racine de 1 moins oméga c sur oméga au carré. Parfait. On en déduit ensuite la vitesse de groupe.
donc qui caractérise la vitesse, je vous le rappelle, de déplacement de l'énergie de mon onde électromagnétique au sein de mon guide d'onde. Donc on calcule l'inverse, plus simple d'abord. 1 sur G, c'est dk sur oméga, puisqu'on a K en fonction de oméga dans le problème. Hein. Donc ça va être la dérivée par rapport à oméga de ce terme-là, de oméga carré sur c carré moins oméga c sur c carré. Voilà, je vous laisse faire la dérivée, tout simple. Et on est à donc du vitesse de groupe qui se met sous la forme c, donc la vitesse de la lumière multipliée, donc une vitesse de groupe inférieure, hein, vous voyez, on va un petit peu moins vite que la lumière dans le guide d'onde. Un petit peu moins vite comment? Bah, ça va dépendre du rapport oméga c sur oméga. Donc je vous ai tracé ici la vitesse de groupe. On s'aperçoit que pour des pulsations, pour des fréquences inférieures à oméga c, ben, l'onde ne se propage pas. Hein. L'onde commence à se propager pour une vitesse, pour une pulsation oméga c, et elle atteint une valeur de plus en plus importante au fur et à mesure que les fréquences augmentent, avec une limite bien évidemment. Voilà, lorsque oméga égale oméga c, là, oméga de coupure, ça c'est oméga de coupure, oméga ne pourra pas dépasser la fréquence de coupure. D'où fréquence de coupure, effectivement. Donc, on va en fait avoir vitesse de groupe, voilà, qui tend vers la midi, voilà, vous l'avez compris. Donc, l'énergie, bah, la moyenne de l'énergie, bah, c'est l'intégrale, bah, on intègre sur tout le guide d'onde, ici on est dans une dimension, donc on intègre x entre 0 et 1, puisque là, sur tout le guide d'onde, la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique qui est donnée, je vous le rappelle, par 1,5 de E0, E multiplié par le conjugué de E étoile sur 2, plus 1,2 sur 2 mu 0, B multiplié par le conjugué de B sur 2. Le vecteur de Ponting étant calculé, alors cette valeur du vecteur de Ponting, c'est uniquement pour la valeur moyenne temporelle. Sinon, il n'y a pas le 2 ici, et il n'y a pas l'étoile. Mais bon, on le calcule, si on veut calculer le vecteur de Ponting moyenné temporellement, sous la forme E vectoriel B étoile sur 2 mu 0. On peut avoir aussi un élément qui caractérise la magnétisation de notre milieu, H qui est égal à B0 sur la perméabilité du vide. Donc, en fonction des données de notre problème, donc on le calcule, hein, cette intégrale, l'intégrale de moins a sur 2 à a sur 2 de la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique dx, on obtient que c'est égal à epsilon 0, b oméga carré c carré a. Okay. Donc, on en déduit donc la puissance moyenne, qui est donc égale au flux du vecteur de Ponting, c'est égal à l'intégrale de moins a sur 2 de la valeur moyenne de p dx, b oméga carré c carré a sur 4 mu 0. Alors, la polarisation matérielle présente dans la lumière, D est égal à epsilon 0 E plus P. D'accord, B sur mu 0. Bon, ça, c'était pas demandé dans l'énoncé, je sais pas. Mais bon, en fait, c'est simplement pour dire que le flux d'énergie à travers le guide va se calculer en fonction de la vitesse de groupe de notre onde que l'on a calculée. Effectivement, si on considère un petit élément dz ici avec une vitesse de groupe Vg, on obtient le débit. On obtient en fait la puissance, le flux de l'énergie à travers le guide, qui s'exprime sous la forme Vg, donc de vitesse de groupe que l'on vient de calculer, l'intégrale de moins a sur 2 de la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique, donc l'élément différentiel dx de propagation. Voilà. Bon, je pensais faire un deuxième exercice. Écoutez, vous avez l'énoncé. Je le fais pas. Je vous laisse la correction parce que je voulais faire une vidéo de 30 minutes. L'autre exercice est vraiment dans la continuité de ce qu'on a fait. C'est même un peu redondant. Il y a un calcul d'onde et c'est simplement un bilan d'énergie cylindrique qui, je pense, n'apporte pas une grosse valeur ajoutée par rapport aux deux exercices que j'ai présentés. Donc on va s'arrêter là et je pense continuer sur une série d'exercices en électromag un peu plus corsés et faire un petit peu de cours sur les milieux matériels. Voilà.